Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première édition du DAFD. Je me présente rapidement, je suis Alexandre Silam, responsable gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Au programme, on va avoir 8 tables rondes ici dans l'auditorium avec un espace stand avec toutes les entreprises partenaires. Donc c'est un lieu de rencontre et un lieu de networking. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, c'est potentiellement vos futurs partenaires ou vos potentiels clients. On a une première introduction avec Arnaud Codou, Bernard Guénier et Emmanuel Millard de la DFCG. Et je les invite à monter sur scène. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce DAF Day. D'abord, je voulais remercier évidemment tous les sponsors qui nous soutiennent dans cet événement. Évidemment, particulièrement la BPI qui nous accueille, mais j'y reviendrai tout à l'heure avec Arnaud. Et surtout, moi, mon message vis-à-vis de notre audience aujourd'hui et les directeurs financiers qui sont dans la salle, et ça, on en a parlé d'ores et déjà tout à l'heure, je pense qu'il est important que la connexion entre le pôle et les directeurs financiers soit beaucoup plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que pour les PME, les ETI, pour les grands groupes, probablement le sujet est un peu différent, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je pense qu'il est absolument essentiel que ces directions financières prennent à bras-le-corps le sujet de la transformation digitale, terme un peu générique, mais c'est un point essentiel, en mon sens. Et je ne suis pas sûr que toutes les directions financières et les patrons de ces boîtes aussi mesurent l'impact, l'intérêt de cette transformation qui, à mon sens, est incontournable, nécessaire. Et donc, je finirai sur ce point. Si vous êtes directeur financier, ne subissez pas ces évolutions, car vous pénaliserez, je pense, beaucoup votre entreprise et son avenir. Voilà. Donc, ayant dit ça, merci à Arnaud Codou d'être là avec nous, parce que les équipes de la BPI nous ont accueillis ici aujourd'hui. Donc, merci à tes équipes d'avoir nous accueillir. Merci d'être là pour nous dire un petit peu, vu de ton poste, je dirais, high level sur l'économie française au sein du COMEX de la BPI, comment justement la transformation digitale des entreprises, l'innovation peuvent être connectées et comment ça se passe, comment vous le voyez et quels sont les enjeux. Donc on va en parler. Et puis on a aussi avec nous le président de la DFCG qui est un grand partenaire pour nous et on compte bien aller plus loin, on en parlait tout à l'heure, pour faire que justement les directions financières et les startups donc, qui sont aujourd'hui ici et dont vous avez vu les noms puissent se connecter, se comprendre et avancer ensemble. Voilà. Donc ayant dit ça, on a préparé peut-être quelques petites questions que je vais essayer de... Je vais en être le porte-parole. Donc je vais commencer par Arnaud, à tout seigneur, tout honneur. Donc comment tu vois comment la BPI finalement accompagne les entreprises de toute taille dans ces enjeux de digitalisation. Donc comment vous concevez votre rôle dans ce cadre-là et comment vous soutenez donc l'innovation dans ce secteur de la finance. Question. Bonjour à tous, merci Bernard. La question est très ouverte. Nous, fondamentalement, on a toujours un petit peu deux facettes à ce qu'on fait. On est la banque de l'innovation, comme vous le savez, donc on finance beaucoup les startups un petit peu dans tous les domaines. Dans le domaine de la fintech au sens large, même si ça recouvre beaucoup de choses, on a une approche toute particulière. Étant une banque nous-mêmes, c'est un secteur qui nous touche au premier rang, à la fois parce qu'on voit les usages pour nous en tant que banque, en tant qu'investisseurs aussi, mais à la fois parce qu'on voit les usages pour nos clients. Nos clients, tous les jours, nos à peu près 1000 chargés d'affaires sur le terrain, ils parlent à des DAF, en fait, à vous. Et donc, ils voient les enjeux et ils voient la valeur ajoutée, comme ils parlent aussi aux startups, que ces entreprises peuvent apporter. Donc, on a investisseurs dans un certain nombre des sponsors du jour, d'ailleurs, j'ai vu des noms bien connus sur le tableau. On est financeur de beaucoup d'autres, de beaucoup plus d'autres. Donc, on finance beaucoup l'innovation fintech. On a un fonds fintech dédié. On ne fait pas ça pour tous les secteurs. On l'a fait dans celui-ci. Donc, on a un fonds fintech early stage et on a un fonds late stage qu'on appelle large venture qui continue à faire de la fintech sur des gros tickets. C'est un secteur
secteur qui, comme vous le savez, a connu son heure d'euphorie il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui là revient un petit peu sur terre, on va dire, sans qu'il y ait de catastrophe, mais avec des valorisations qui reviennent comparables à ce qu'on voit dans d'autres secteurs, avec des enjeux de réglementation aussi qui sont en cours de traitement, on va dire, mais que les capitaux risqueurs découvrent parfois. Donc il y a des challenges, mais il n'y a aucun doute sur le fait que ces boîtes ont de l'attraction, pour la plupart d'entre elles, de l'attraction au sens où elles vendent beaucoup et elles servent beaucoup, aucun doute sur le fait qu'elles croissent, et aucun doute pour moi sur leur pérennité. Et côté grande masse, on va dire, de nos clients, donc PME, ETI, on essaye de pousser, nous, ces solutions. D'abord, en tant que banquier, quand on prête, en tant qu'investisseur, quand on investit, évidemment, on vérifie que les gens ont la culture du cash, ont la culture de la data, ont la culture finalement financière. Et honnêtement, ce n'est pas toujours le cas dans les PME, en particulier sur le cash. Et je pense que c'est un des sujets dont on parlera. La façon de passer de la comptabilité au cash. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui peuvent aider ça, mais ayez tous en tête, je pense que vous l'avez, que ce qui compte à la fin, c'est ce que vous avez en trésorerie. Ce n'est pas un résultat comptable qui est parfois trompeur. Et donc il y a un gros enjeu autour de ça. On passe beaucoup de temps à ça avec nos clients et on pousse des solutions en direct via nos chargés d'affaires et via notre banque en ligne sur laquelle on a des partenariats typiquement aujourd'hui avec iPadVat, avec Agicap. Merci Arnaud. Donc Emmanuel, en tant que président de la DFCG, et puis au fond c'est la même question pour Arnaud, il prendra le relais ensuite. Finalement, pour les directions financières, quels sont pour toi les grands enjeux quoi, sur l'aspect nouvelles technologies? On ne va pas toutes les citer, il y en a tellement. Évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je crois qu'il y a bien d'autres sujets aussi. Avec, je disais, un constat que les directions financières n'ont pas forcément les moyens ou la compréhension de tous ces enjeux et comment on arrive à connecter tout ça. Donc comment tu vois ces principaux défis et quelle est la vision de la DFCG à ce titre? Merci Bernard pour cette introduction. Je remercie Arnaud au nom de la BPI de recevoir ici pour la BPI et puis naturellement Finance Innovation de nous associer à cet événement. Alors, je salue également mes collègues qui sont là, Florence Blanchard, la déléguée au partenariat de la DFCG, et puis ma collègue Laurence, qui est donc présidente de la région Île-de-France. Voilà, Laurence Stoclet, présidente de la région Île-de-France. Donner quelques chiffres, parce que effectivement, depuis quelque temps, on est dans un phénomène de conjonction important, de bouleversement à la fois de l'informatique et ces sujets qui viennent frontalement impacter les directions financières. Quelques chiffres. On a fait une étude en 2023 qui portait notamment sur les priorités des directeurs financiers. Juste préciser que 93% des directions financières disaient vouloir investir dans la digitalisation de la fonction finance, 93%. Priorité était donnée aux projets de dématérialisation à hauteur de 39%, de data visualisation et analytics, 27%, et de robotisation, 14%. Donc on voit que la tendance est là, elle n'est pas forcément là partout. On reviendra sur la différence entre les TPE, les PME et puis tout le reste en réalité, parce que tout le monde n'a pas forcément la même facilité d'accès à ces technologies. Quelques chiffres également. 2/3 des financiers se considèrent encore comme des débutants dans le digital. 2/3 des financiers. Ce qui est quand même juste énorme. Et puis la moitié des licences de RPA, par exemple, achetées, ne sont pas utilisées. La moitié des licences de RPA. Et dernier chiffre qui va finir de nous convaincre vraiment de se lancer dans le sujet, c'est près de 50% des projets n'atteignent pas leur objectif. Voilà. Donc, on en parlait en introduction tout à l'heure, en aparté. Les directions financières, elles sont au cœur finalement de cette transformation. Mais elles y rentrent progressivement. Elles y rentrent progressivement. Il y a un phénomène d'acculturation, un phénomène de maîtrise également qu'elles n'ont pas. Et puis, on verra par la suite qu'effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, elles ont plus ou moins besoin d'être accompagnées. C'est quelque chose d'assez complexe, qui est indispensable, qui est important. Ne pas oublier aussi qu'on est en pleine conjonction de deux grands projets qui viennent aussi percuter les directions financières. C'est la facturation électronique, alors, qui a été décalée, mais enfin, tout le monde était quasiment prêt, en partie. Beaucoup d'entreprises étaient prêtes à passer à une facturation électronique industrielle, entre guillemets. Et puis, la CSRD, quand même, qui aussi va fortement bouleverser, impacter
les processus, l'organisation de l'entreprise. Donc on est aujourd'hui finalement dans un monde un peu chaotique, mais où tout se percute, où tout arrive. Sauf que l'IA aujourd'hui est fortement utile, mais j'ai le sentiment que les directions financières ne savent pas, ne voient pas complètement comment le déployer dans les entreprises. Voilà. Ça, c'est aussi un point important. Arnaud, par rapport à ça, réaction? Non, c'est intéressant, c'est plus qu'intéressant, c'est fascinant ces chiffres. Je suis complètement d'accord sur les grands enjeux. J'ai beaucoup parlé de fintech et de gestion. C'est clair que la facturation électronique est derrière tout ce que ça tire. Je voyais Ludovic là de Pitéas au fond de la salle discrètement. Il y a un certain nombre aujourd'hui de financements qu'on peut avoir si on est bien géré, si on anticipe ces sujets qu'on ne peut pas avoir si on ne les a pas. Donc il y a des entreprises qui exploitent les possibilités que donne la facturation électronique pour mieux financer. De même d'ailleurs qu'il y a des entreprises qui exploitent ce que permet DSP2 pour mieux financer aussi. Donc il y a toute une gamme d'enjeux au-delà même de la bonne gestion et du fait de rester à jour qui est vraiment comment je peux mieux me financer simplement en acceptant d'utiliser DSP2 quand des financeurs me le demandent, en ayant la bonne vision de mes flux de factures et en allant chercher d'ailleurs le cas échéant ailleurs la bonne vision de ce flux de factures. Globalement, moi, ce qui me frappe dans les chiffres d'Emmanuel et derrière ça, c'est que il y a un peu chez les DAF, dans les entreprises classiques, la même chose que dans les banques vis-à-vis du reste des entreprises. En informatique, il y a un truc qui s'appelle le legacy, qui est assez pénible, qui consiste à se dire qu'au bout d'un moment, tout ce qu'on a développé ne vaut plus rien, mais à l'inconvénient d'être indispensable. Et les banques, historiquement, ont beaucoup utilisé de data, donc se sont beaucoup informatisées très tôt, et aujourd'hui, ils sont toutes collées avec des legacy qui sont très, très compliqués à démêler. Et les DAF ont un peu le même problème finalement. Dans une entreprise, c'est l'endroit où on accumulait la data, où on l'a validée, où on s'est informatisé le plus vite et le plus fort, et on se retrouve avec des technologies qui sont de facto antédiluviennes, et c'est très compliqué de progresser autrement que de façon incrémentale, et je pense que ça explique une partie des chiffres d'Emmanuel. Et donc c'est un vrai sujet, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est que cet effort, il faut le faire. C'est pas juste continuer à faire un peu de CAPEX tous les ans et un peu d'effort tous les ans. Il y a un moment où il faut accepter qu'on a changé de dimension en termes de technologie. Et donc effectivement, là, le sujet est posé. Et donc là, je me tourne vers Emmanuel. Donc face à ces enjeux, moi je suis directeur financier d'une PME. J'ai des obligations à remplir. J'ai des systèmes plus ou moins adaptés au monde de demain. Et je me pose la question, comment je fais? Donc d'abord, il faut que j'ai conscience du problème. Bon, premier point. Deuxième point, comment je fais? Et donc, je pense que j'insiste sur ce point. Le rôle du pôle ici, c'est justement d'essayer de connecter ça. C'est de montrer les enjeux. C'est de faire, on va dire, donner une idée de ce que peuvent faire les startups ou le marché en matière d'innovation digitale. Mais si je suis directeur financier d'une PME, ayant moi-même connu ces environnements en tant que président d'une boîte d'audit et de conseil, je n'ai pas forcément les moyens, je n'ai pas forcément mon patron qui est d'accord, je ne comprends pas tous les sujets. Donc quelle est la vue de la DFCG là-dessus? Ouais. Je crois que tu as résumé un petit peu la complexité du sujet. En réalité, ce qui est important aussi, c'est de considérer que l'IA, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Il faut le mettre dans un contexte général. Le contexte général, c'est aussi de le positionner dans tous les leviers de la transformation. C'est important de considérer, par exemple, aussi l'approche par processus, les talents, l'organisation de l'entreprise. Et je pense que vouloir se lancer comme ça, comme un V2, dans le déploiement d'une solution d'IA serait un petit peu dangereux. Donc vraiment avoir cette approche globale, cette notion de gouvernance de projet, qui est très importante et qui est variable finalement d'une entreprise à l'autre. Considérer aussi qu'une solution de numérisation, d'intelligence artificielle, il faut aussi la mettre en perspective par rapport à une refonte de processus. Ça aussi, c'est important, qui va permettre, notamment dans les entreprises, dans les directions financières, de réduire cet effet silo qu'on connaît tous, en réalité. La relation entre finance, achat et informatique, par exemple, ça reste une équation qu'on a systématiquement du mal à résoudre, d'améliorer également l'efficacité et la productivité de l'entreprise, la direction financière, et puis aussi de ne pas oublier que si on met en place une solution d'IA, c'est aussi pour renforcer la compliance. Ça doit servir aussi à ça. Sinon, ce n'est pas uniquement pour automatiser un certain nombre de choses, mais c'est aussi garantir finalement un certain degré de sécurité.
Et puis demain, favoriser aussi naturellement la production de reporting. Il ne faut pas l'oublier, hein, je pense que c'est important. On parlait tout à l'heure de CSRD et de facturation électronique. Tout ça, finalement, est relativement lié. Et ça doit pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là. Ce qu'on a également essayé de démontrer dans cette étude qu'on a faite, c'est que finalement, contrairement à une idée reçue, c'est que l'expérience finalement de la transformation digitale, elle n'induit pas forcément et systématiquement des réductions d'effectifs. Ça, c'est aussi un point important. Elle a tendance à rendre les collaborateurs plus intelligents au sens intelligence artificielle, c'est-à-dire s'intéresser finalement à ces sujets-là. Et puis, naturellement, ça va permettre aussi dans l'entreprise de réduire les tâches répétitives, rébarbatives. Donc, on a vraiment tout intérêt finalement à avancer sur ces sujets-là. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que les PME, les ETI, tu le disais tout à l'heure, peut-être aussi les TPE. Une TPE, je rappelle que c'est jusqu'à 50 salariés. C'est pas rien. Une entreprise 50 salariés, c'est déjà une belle entreprise. Je rappelle juste qu'en France, on a parlé tout à l'heure, la France, c'est quand même 75%, 80% de TPE, de PME, ETI. C'est pas la France du CAC 40 aussi, mais c'est pas que ça. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et donc, dans ces entreprises, c'est peut-être plus compliqué d'accéder à cette numérisation, naturellement, parce que souvent, c'est le patron, le dirigeant d'entreprise, peut-être si un dirigeant financier, le DAF ou le responsable financier, qui va s'interroger sur ces sujets-là. Et donc, l'accès, finalement, aux données, aux informations, à l'analyse est beaucoup moins évidente dans ces structures-là. Même si le questionnement, l'intérêt est là. Enfin, encore une fois, c'est... Donc voilà, c'est quand même... c'est important de le rappeler. Tout le monde n'est pas forcément sur le même pied d'égalité au départ dans cette démarche-là, mais je pense que toute cette population de TPE, de PME, ETI, je pense, a naturellement plus à gagner que des grosses entreprises en développant de l'IA. On parlait tout à l'heure, je donne un exemple, le budget, ça fait des années que les directions financières s'interrogent sur le budget. Le budget, ça prend un temps fou, ça mobilise les équipes, la DAF naturellement pendant 3-4 mois. Alors je ne parle pas de l'État, l'État, le budget c'est toute l'année. Mais dans les entreprises, c'est vrai que c'est de la fin de l'été jusqu'à... voilà. Et ça fait des années qu'on se dit que le budget, il faudrait peut-être voir comment est-ce qu'on peut le remplacer, le supprimer, le faire évoluer. Typiquement, aujourd'hui, il n'y a pas de solution d'IA qui permette de préparer un budget. On aimerait bien, comme ça, finalement, tout le monde pourrait faire autre chose. Et typiquement, là-dessus, je pense qu'il y a c'est pas une porte ouverte, c'est une cathédrale qu'il y a devant nous, véritablement, pour avancer et réfléchir sur préparer le budget avec des outils d'intelligence artificielle. Je pense que c'est possible. C'est possible. Et puis, ça permettrait aussi de dégager du temps, des ressources pour faire autre chose. Parce que... le budget, c'est mobiliser les directions opérationnelles, c'est faire une note stratégique, une note de cadrage, etc. Ça prend un temps fou. Alors même que c'est un outil aujourd'hui qui, à mon sens, qui mériterait d'être fortement chahuté. Il y a des entreprises, beaucoup d'entreprises maintenant, qui n'ont plus de budget, qui raisonnent uniquement à quelques indicateurs clés et qui vont suivre tout au long de l'année ces indicateurs. Donc voilà un exemple d'IA finalement qui devrait, à mon sens, pouvoir pénétrer finalement les entreprises. Et puis je demanderai à Arnaud de réagir. Peut-être que l'État, un jour, la direction du budget, fera aussi son budget avec l'IA, pourquoi pas. Peut-être. Enfin, s'il faut convoquer le Parlement tous les jours pour faire voter le budget, ça serait compliqué. Déjà qu'une fois par an, c'est compliqué. Donc, moi, quelques commentaires. Je pense que la direction financière et les startups qui les accompagnent doivent avoir conscience que c'est un mouvement, à mon sens, incontournable pour des raisons réglementaires, pour des raisons aussi d'écosystème. C'est-à-dire que si vous avez des grandes entreprises qui se transforment et qui ont une digitalisation forte, vous êtes nécessairement relié à elles à un moment donné. Vous allez avoir des obligations, vous allez devoir suivre. Je pense qu'il faut aussi se garder de vendre à son patron que ça va coûter moins cher. J'y crois pas du tout, moi, je vous le dis. Non seulement en termes de gestion de la donnée, mais surtout aussi en termes de gestion électronique. Entourés, comme nous le sommes, de géants de la technologie américaine qui ont su, avec un talent extraordinaire, nous faire croire que le cloud, c'était pas cher. Je suis désolé pour eux, mais je le dis. Voilà. Et ça, personne ne maîtrise ses coûts aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent. Donc je pense que ça, un directeur financier doit en avoir conscience. Moi, je pense qu'il va chercher la valeur. Il doit démontrer à son patron que
faire digitaliser, c'est créer de la valeur parce qu'on va être meilleur, plus efficace, plus engagé avec ses collaborateurs, tu l'as dit tout à l'heure, et mieux communiquer entre les services et les différentes fonctions. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc Arnaud, je sais pas, au niveau de la BPI, en tant que directeur financier ou en tant que membre du COMEX de la BPI, comment vous voyez justement ces enjeux, qu'est-ce qui est important, quoi? Bon, d'abord, l'enjeu de coût, je suis totalement d'accord. C'est clairement, il faut que les gens comprennent qu'on ne se digitalise pas pour faire des économies. Et que probablement, on se digitalise en augmentant ses coûts. Sinon, ça veut dire soit qu'on remplace beaucoup de gens par des machines, et c'est ce que disait Emmanuel, c'est ni l'objectif, ni le résultat de toute façon. Donc ça ne marche pas. Donc c'est un coût supplémentaire, et il faut que ça crée de la valeur. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pour moi, le plus important, de très loin, c'est vos données. Le reste, il y a beaucoup de choses qui peuvent aujourd'hui être déléguées très intelligemment à des fintechs. Il y a beaucoup de gens qui peuvent faire beaucoup de choses avec vos données, sans doute mieux que vous, mais personne ne peut vous remplacer pour bien gérer vos données. Donc le fond du sujet, c'est quand même de devenir data-centric et de faire que toute l'entreprise bénéficie de la rigueur de gestion de données qu'historiquement les directions financières ont, d'une part, et d'autre part, pour les directions financières aussi, du coup, accepter qu'elles n'ont plus le monopole de la donnée fiable. Et ça, pour le coup, je peux parler en tant que directeur financier de la BPI, tu le sais, c'est un sujet partout. Je pense, en tout cas c'est un sujet chez nous, je le dis en toute transparence, la révolution qui consiste à dire que le puits de données qui fait référence, que la golden source, comme on dit en bon français, puisque les géants du digital nous ont contagiés jusque dans le vocabulaire, que la golden source n'est plus à la direction financière par principe, mais qu'elle est juste dans le data lake de la boîte, là où ça a été validé, pas seulement par la direction financière pour la direction financière, mais plutôt par la direction data pour l'ensemble de l'entreprise. C'est une transformation à la fois intellectuelle, process et architecturale en termes d'informatique qui est majeure. Nous, on est dedans depuis longtemps, pour encore probablement un petit moment, mais on considère que c'est indispensable. On sait que c'est un investissement et ça devient intéressant comme investissement dès lors qu'en fait tout le monde en profite. C'est pas juste que vous allez plus vite pour sortir vos comptes ou que vous avez besoin de moins de comptables. C'est effectivement que vous pouvez commencer à envisager de faire tourner de l'IA sur un certain nombre de choses, mais c'est surtout que fondamentalement toute l'entreprise a en temps réel les mêmes données et le même niveau de fiabilité. Et là, vous pouvez commencer en tant que DAF, d'abord à expliquer que vous allez apporter de la valeur à tout le monde, parce que là, tout le monde voit la valeur. Et ensuite, vous pouvez commencer à exploiter des choses qui sont en fait techniquement de l'extra-comptable, mais qui deviennent pertinents, typiquement quand on parle de budget, en termes de prévision, en termes d'anticipation, comme en termes d'analyse de ce qui s'est passé, parce que vous avez un niveau de fiabilité sur l'ensemble des indicateurs opérationnels qui permet de traduire beaucoup plus simplement les choses, y compris en extrapolant, si je puis dire, sur des indicateurs financiers. Donc voilà, le cœur du sujet pour moi c'est ça. Après oui, on est condamné à passer par les hyperscalers. Je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, nous, notre vue là-dessus, elle est assez claire. On est actionnaire de VH, donc on a un acteur du cloud français qui est très bien pour faire un certain nombre de choses, mais qui ne prétend pas, qui ne peut pas prétendre et qui ne prétend pas rivaliser sur toute la gamme de services avec un AWS, un Azure ou un Google Cloud. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On n'a pas tout à fait le même sujet sur l'IA, on pourra en parler si vous voulez. Sur l'IA, c'est un peu plus ouvert, mais sur l'IA, ce qu'il faut avoir en tête, encore une fois, c'est que si vous n'avez pas les bonnes données, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne sert à rien. Il faut beaucoup de données fiables, d'autant plus que les algos qui sont à la mode aujourd'hui, là, tout ce qui est LLM et Galaxy autour du LLM, divergent naturellement. Il faut l'avoir en tête, c'est des outils statistiques qui, même sur des données fiables, peuvent commencer à diverger. C'est leur principale faiblesse. Il y a énormément de puissance là-dedans. Mais fondamentalement, c'est des outils qui ne sont pas auditables. Et donc, ça va poser des questions, en particulier pour la direction financière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que si en plus, vous les induisez même très légèrement en erreur avec quelques données qui sont fausses, là, vous êtes sûr que ça va diverger et que vous ne comprendrez plus rien. Waouh, plein de sujets. Hein. Une dernière question, parce que le temps presse, me dit-on. Emmanuel... Là, je me tourne, je vais changer de perspective et regarder le sujet à travers le regard des startups qui fournissent des services à ces entreprises. Quels conseils tu leur donnerais
on va dire, pour se positionner vis-à-vis de ces directions financières, vis-à-vis de ces entreprises, avec tout ce que vient de nous dire Arnaud, avec une vision globale, avec une vision qui est, je maîtrise ma donnée, mais je n'en suis plus exactement propriétaire, ma direction financière, et je fais en sorte qu'elle soit partageable et communiquée à tout le monde pour créer de la valeur. Voilà, donc comment on fait, comment peuvent-elles faire? Alors, nous, le pôle, on essaye d'aider en vous présentant quelques solutions et avec nos partenaires start-up et ceux qui sont au sein du pôle. Mais plus globalement, comment peuvent-elles faire, sachant que souvent pour les start-up, la difficulté, c'est l'accès, notamment aux décideurs, avec les moyens qu'ont les start-up. C'est pas forcément facile. J'en sais quelque chose. Voilà. Bon, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que les PME, les ETI, même les TPE, doivent aussi pouvoir avoir accès à toute cette numérisation pour simplifier, et doivent pouvoir s'appuyer sur des partenaires extérieurs et sur des thématiques, par exemple, comme l'automatisation as a service. Ça aussi, c'est des techniques qui sont importantes et qui doivent pouvoir être déployées dans ce type d'entreprise. Donc, ça veut dire que les startups, en réalité, je pense que l'utilité des startups, aujourd'hui, elle est fondamentale. Mais ce qui est important, c'est de faire le lien avec les entreprises. C'est comment toucher les entreprises, comment les intéresser, comment éveiller leur intérêt là-dessus. Il y a aussi un sujet quand même sur la diversité, finalement, des outils. La gamme d'outils est disponible et très large, en réalité. Elle est très large. Et pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de directions financières, je l'ai démontré tout à l'heure, c'est un langage qui n'est pas forcément acquis. C'est un langage et des techniques ou des outils qui ne sont pas forcément connus. Et donc ça, c'est aussi un point important. On a, par exemple, alors ça peut être aussi un problème de coût. Arnaud en a parlé tout à l'heure. Évidemment, c'est un problème de coût au départ. Je pense que là-dessus aussi, il faut peut-être envisager, ça c'est peut-être aussi notre rôle, quelque part d'alerter, d'aider les pouvoirs publics à mettre en place des mécanismes qui permettent aussi d'amortir différemment, plus longtemps, l'investissement dans ce type de technologie. Évidemment, je pense qu'une TPE, un investissement de ce type dans une TPE, c'est pas le même poids dans son compte de résultat qu'une ETI ou une PME. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir intégrer. Le coût donc en ressources informatiques, en licence, en maintenance, les différentes outils qu'on peut utiliser, la RPA, le low-code, le no-code, la BI, les modules de RP, les modules spécialisés. Tout ça, c'est quand même des langages qui sont très techniques en réalité. Donc toucher cette cible, ça veut dire trouver le chaînon qui permet de rapprocher toute cette communauté de start-up qui proposent des outils qui sont, j'en doute pas, très importants, très utiles, et puis les TPE qui ne savent pas comment faire en réalité. Donc ça aussi, c'est important, et je pense que le marché aujourd'hui là-dessus n'est pas complètement mature. Et puis peut-être ce qui intéresse aussi ce qui nous intéresse nous, c'est d'avoir aussi des retours, des ROI par exemple qualitatifs sur le customer experience, d'avoir aussi des indicateurs en matière de compliance, en matière de QVT, plutôt que d'avoir que des indicateurs ou des ROI quantitatifs. Ça aussi c'est important. Donc vraiment se placer sur le qualitatif, pour nous c'est un sujet important. Et on peut aussi, on a fait une étude qui montre qu'on peut atteindre jusqu'à 30% de réduction de coûts uniquement par, je dirais, le rapprochement entre l'automatisation et la refonte des processus. Donc on est convaincu véritablement que c'est l'étape suivante pour les entreprises et notamment les directions financières. J'ai le sentiment que les directions financières, de ce point de vue-là, sont encore pas complètement rentrées et ne voient pas forcément tout de suite l'utilité de tout ce qui est proposé en matière d'IA, mais je pense que là-dessus, il y a indubitablement, je dirais, une marge importante. Je ferai 2 commentaires là-dessus. Je pense que ces startups qui donnent du service à ces entreprises en matière de digitalisation, pour moi, il y a 2 choses que vous devez avoir en tête si vous adressez au patron d'une boîte, au-delà du directeur financier. C'est d'abord expliquer pourquoi votre solution, pourquoi l'entreprise doit changer. Il faut être dans le pourquoi. Il faut absolument éviter le discours technologique. En fait, ils s'en foutent. Les gens qui vont vous acheter votre produit, de savoir comment ça marche en réalité. Ils veulent savoir pourquoi ils en ont besoin et quel va être l'impact. Donc l'impact qui n'est pas simplement le ROI en coût, mais le ROI global pour l'entreprise. Et ça, souvent, les startups font parce que plonger dans la technologie, parce qu'elles vont faire marcher leur idée, si je puis dire, en simplifiant, cette notion du pourquoi vous devez le faire
et quel est l'impact que ça apporte, c'est probablement l'élément clé de l'acte de conviction. Je ne dis pas acte de vente, mais de conviction. Arnaud, là-dessus, et on finira sur ton commentaire, puisqu'on est déjà un peu en retard. Je vais essayer d'être bref. Non, c'est sûr, c'est un biais français historique de rentrer par la technologie plutôt que par le produit et la valeur ajoutée. Donc, effectivement, le conseil, il faut le répéter éternellement. Ceci étant dit, moi, je ne sais pas qui est dans la salle exactement comme start-up, fintech et services financiers, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un niveau de maturité sur ce point, c'est-à-dire sur l'approche produit, sur la capacité à packager des solutions, à les apporter aux entreprises, à les brancher automatiquement, qui a énormément progressé sur les 10 dernières années, en particulier sur les 5 dernières. Et donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir en France un écosystème d'entreprises qui proposent des services digitaux sur tous les aspects qu'on a évoqués très rapidement, mais que vous allez évoquer, j'imagine, plus en profondeur là, pendant toute la journée, qui est super, honnêtement, qui est très profond, qui se benchmark très très bien avec ce qu'on voit dans les autres pays, y compris anglo-saxons. Donc on a la chance d'avoir vraiment quasiment toute la gamme en France de services, depuis les éléments de gestion jusqu'aux éléments de financement, dans des entreprises qui ont été conçues pour ça et qui ont une approche produit. Donc oui, il y a une approche produit si vous êtes côté start-up et une approche valeur ajoutée. Et si vous êtes côté client, écoutez, cherchez et écoutez les gens qui proposent ces solutions. Il y a énormément de valeur là-dedans et c'est de plus en plus adapté à des entreprises de plus en plus petite taille par ailleurs. Jusqu'au service bancaire, hein. Il y a un certain nombre de néobanques aussi qui sont là. Ça vaut jusqu'au service bancaire pour les petites entreprises aujourd'hui. Il y a des choses qui sont formidables de profondeur et de possibilités. Arnaud, merci beaucoup. Merci Emmanuel. Donc on va passer à la suite du programme. Merci à vous d'être là et continuez à être présent toute la journée, c'est important. Merci.